On va avoir une superbe soirée. Je rappelle de ces soirées Event du Hub. Donc on est saison 3, déjà 3 saisons, 3 années on a fait des events. C'est l'épisode 6, l'épisode de fin d'année, voilà, avec une superbe invitée, Marion, qui se présentera après, mais sinon c'est écrit là, hein. Voilà, ça va être facile. Je vais aller derrière l'écran, sinon je vais me perdre. Je me répète, tous ceux qui sont là, qui je suis. Donc moi c'est Alexandre. C'est pourquoi je fais ça. Je fais beaucoup de choses, mais ces events, j'y tiens vraiment beaucoup. C'est pour sensibiliser les gens qui ont le pouvoir de changer les choses aux défis d'aujourd'hui. Et tu vas sûrement nous donner tout un paquet de défis que tu as su relever, qui va nous inspirer. C'est génial, rien que pour ça. Pourquoi je fais ça? Ce territoire mérite qu'on se batte. Ensemble, on est plus fort. Voilà, je ne change pas un leitmotiv qui marche. Efficient, bienveillant, transmettre, actionnable. Depuis, voilà, toujours 2 heures de réflexion maximum. Ça, c'est la conférence pour avoir 2 heures minimum de boissons. Voilà. On a des boissons ici. On a plein de... Cette soirée, ceux qui ont fait la fin de la saison 2, ils se rappellent, il y avait un groupe de musique, Jed Skepchap, qui nous a fait un super bœuf extrêmement bien en bar. Et on s'est dit, au lieu de faire de la musique cette fois-ci, on va inviter des gens qui nous plaisent bien, qui font des beaux produits, donc ils se présenteront à la fin de la conférence. Voilà, ils sont là-bas. C'est toujours important, voilà, d'aider le local. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça c'est le why, how, what. Pour ceux qui connaissent Monsieur Sinek, qui a donné ce référentiel. On fait des conférences, des ateliers. Et voilà les sujets qu'on a traités cette année, de l'IA toujours. On a traité l'inconscient, on a traité la solidarité, le mois passé, très intéressant, avec la cantine solidaire. On a traité des biais cognitifs, voilà, ça c'est des choses qui sont toujours très importantes. Économie aussi, parce que c'est un peu ça qui fait tourner le monde. Je ferai un petit bilan qui sera sur le web, sur qu'est-ce qui s'est... Tous les retours qu'on a eus de ces ateliers-là. Les retours, la bonne nouvelle, c'est que si vous n'étiez pas là, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, c'est capturé depuis cette année-là. Du coup, l'importance du setup, quand on fait une soirée, il faut la capturer. Et je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. La chaîne YouTube, voilà, j'en ai parlé. Ça commence à bien s'abonner, donc c'est plutôt bien. Je ne suis pas spécialiste d'une chaîne YouTube. Voilà, je mets juste les contenus qu'on filme pendant les ateliers et les soirées. Dimitri, que vous avez vu passer avant lui, c'est un expert de faire exploser les chaînes YouTube. J'espère qu'un jour, il nous aidera à la faire exploser aussi. Moi, je suis déjà content. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Voilà, comme un Mixem. Abonnez-vous. Nous avons 2 sponsors toujours. Je les remercie parce qu'ils nous permettent quand même de financer une grande partie de la soirée. Pas tout, le reste c'est moi qui paye. Comme l'année dernière, j'aurai une transparence sur les chiffres des soirées aussi qui vous donneront... comme quoi je suis vraiment très attaché à ces soirées. MG, voilà, le comptable du coin. Et la Banque de Savoie, toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un de MG ou de la Banque de Savoie ce soir? On a eu un call ce matin avec MG, ils étaient super motivés par venir. Je m'étais dit peut-être qu'ils viennent. Bon, non, ils ne sont pas venus, c'est pas grave. Et je vais m'arrêter là, parce que j'ai trop envie d'écouter tout ce qui va être dit après. Et donc j'accueille Marion et Justine, qui va s'occuper de l'interviewer. Moi, c'est la première fois que j'anime une conférence du Hub. Et pourtant, Dieu sait que j'en anime des conférences. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Est-ce que jusque là-bas, vous m'entendez? Ok. On est en petit comité. C'est bien aussi. Parce que vu ce dont on va parler, je trouve que les partages entre nous, c'est parfait. Marion, pour commencer, merci d'être avec nous ce soir. Et puis, je vais te laisser dire qui tu es. Allez, en 10 mots max. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir ce soir. Donc moi, je suis une sportive retraitée. Je suis une maman. Ma plus grande a 5 ans, enfin va avoir 5 ans, donc depuis 5 ans, je navigue dans la maternité. Une entrepreneur, on peut dire ça. Et puis maintenant, une agricultrice aussi, depuis quelques années. Donc Marion, elle va nous raconter son histoire. Alors, il y a une partie qu'on connaît, ou que vous connaissez peut-être. Cette partie... plus waouh, visible. Tu ressembles à ça aussi, avec des médailles, tout ça. Puis il y a aussi toute la vie d'après. Et ça aussi, c'est ton histoire. Et l'idée, c'est que moi, j'aimerais que vous puissiez aussi réfléchir à votre histoire à vous. Parce qu'elle va nous parler de rêves, de montagnes gravies, de chutes,
qui font mal. Peut-être même d'une nouvelle ascension en cours. Et potentiellement, en fait, si je vous parle de rêve, de monter, de redescendre, de se casser la gueule, de se faire mal, etc., peut-être que vous, ça aussi, vous l'avez vécu. C'est juste que vous n'étiez pas à la télé, quoi. Enfin, je crois. Et l'idée, c'est que tomber, se relever, se réinventer, c'est ton histoire, mais c'est peut-être aussi la nôtre. Et que c'est un petit peu là-dessus qu'on va partager aussi, si ça vous va. C'est OK de jouer le jeu là-dessus ? Pour vous, et ceux qui ne veulent pas, ne le faites pas. Et du coup, pour commencer, il y a cette question. C'était quoi votre rêve quand vous étiez plus jeune ? Alors jeune, tout petit, ado, jeune adulte, quarantenaire pour certains, c'était déjà plus jeune. Mais c'est vous qui décidez. C'était quoi votre rêve ? Je vous laisse donc faire une photo de ce QR code et y répondre. On va voir les réponses apparaître. Je vous les lis en même temps qu'ils apparaissent. Nager avec les dauphins, être astronaute, sauver le monde. Être archéologue, champion en voile, pilote de moto, devenir guide nature, être boulangère. Vous pouvez répondre là-bas aussi. Ballerine étoile. Il m'en manque. Archéologue. Toi, tu rêvais d'être championne du monde ? Moi, je rêvais de faire du ski. Vraiment, c'était ce que je voulais faire, le ski, et puis potentiellement gagner des courses, oui. Mais ouais, c'était vraiment le rêve. Je voulais faire du ski et faire du ski toute ma vie. Il y a Xavier Dolan qui a dit « Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et moi, ce que je retiens dans cette phrase, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est rêver. Donc ça, c'est les rêves d'un petit peu toutes les personnes qui sont dans cette salle et qui ont souhaité répondre. Tu l'as dit, c'était ton rêve quand tu étais petite de faire du ski. Aujourd'hui, tu es retraitée. J'adore cette phrase. Raconte-nous déjà comment tu es devenue cette sportive. Déjà, la première partie de l'histoire. Moi, je suis originaire d'une station de ski, donc ça aide. Je suis née à Grenoble, mais 3 jours après, j'étais aux Deux-Alpes. Et mon papa était pisteur secouriste, ma maman était monitrice de ski. Ma famille, quasiment toute ma famille était dans le ski. Ma tante monitrice de ski, mon oncle était dameur. Donc on était quand même vraiment dans le truc. Et puis j'ai suivi un peu le cheminement normal des enfants de station, c'est-à-dire que comme tes parents de toute façon ils bossent pendant tout l'hiver, en général tu rentres au ski club, enfin d'abord à l'ESF puis après au ski club, et puis après les trucs s'enchaînent. Alors c'est sûr qu'on est peu à arriver jusqu'au très haut niveau, mais en tout cas on commence tous sur le même schéma. Du ski club, après, les résultats, j'étais pas la meilleure, mais je me tirais bien mon épingle du jeu dans les petites catégories. De là, je suis rentrée au comité régional, donc le comité du Dauphiné. Tout ça en parallèle avec les études, donc au collège, à l'école jusqu'au CM2 sur le plateau des Deux-Alpes. Ensuite, collège à Bourdoisan, c'était un ski-études. C'était plutôt bien organisé parce que le mardi après-midi et le jeudi après-midi, on avait tout l'après-midi de sport. Donc en hiver, on remontait dans notre station pour s'entraîner avec nos ski clubs. Et avec aussi le prof du collège qui nous accompagnait parce qu'on était un peu sous sa surveillance quand même à la base. Et après, le reste de l'année, on avait des après-midi complètes d'entraînement physique ou de sport avec le collège. Et ensuite, en seconde, je suis rentrée à Villard-de-Lans. Villard-de-Lans, c'était déjà une prémisse un petit peu du haut niveau. La seconde, en fait, on était libérés pendant toute la période hivernale, donc de novembre à fin mars, on va dire, sur Villard-de-Lans. Et c'était à l'époque le début des ordinateurs où on devait trouver une connexion pour se connecter avec et envoyer nos devoirs par les petits serveurs qu'on arrivait à trouver. Et si ça ne marchait pas, il fallait les envoyer par courrier, donc c'était déjà un petit peu la galère. Et après, pour ma première terminale, je suis rentrée à Albertville, sur la section haut niveau. Et là, on était vraiment... Là, c'est un lycée d'été, c'est quasiment unique, je dirais, dans le monde, en fait. Où on est à l'école de avril à novembre, et on est libéré de novembre à avril pour faire que de la compétition. Et pendant la période avril-novembre, c'est tout alterné avec des stages de ski et des entraînements physiques, des stages de pré physique, et donc on fait tout sur le lycée d'Albé. Et donc en parallèle de ça, le ski, club, comité. Du comité, je rentre en équipe de France Espoir. À l'époque, ils ont monté un groupe, ça s'appelait Horizon 2002, avec des filles de 81 et de 82,
qui était soi-disant en préparation pour les JO de 2002, là où Carole Montillet était championne olympique de descente. À part que nous, on avait 16 ans, c'était peut-être un petit peu audacieux de nous mettre prêtes pour arriver avec une petite vingtaine d'années sur les premiers JO. Ça arrive, mais c'est un peu chaud. Et donc voilà, ça c'était tout le début. Et donc je suis rentrée en équipe de France en 98 sur ce groupe Espoir. J'ai fait mes premières Coupes du Monde en 2004. J'avais 22 ans. Je suis rentrée en groupe Coupe du Monde en 2006. Donc voilà. Et 2009, premier championnat du monde. Avant ça, il y a eu 2007, première rupture des ligaments croisés. Première blessure. On va en reparler un petit peu de tes ligaments croisés. Mais oui, 2009, premier championnat du monde en France, du coup, c'était à Val d'Isère. Génial de participer à un événement international. Ça fait partie des gros trucs. En gros, il y a le circuit Coupe du Monde, qui est un peu comme le circuit ATP en tennis, où on a des courses tous les week-ends. Et pendant tout l'hiver, en fait, on engrange des points. Et à la fin, il y a le globe de cristal pour celui qui a été le plus régulier sur la saison. Ensuite, il y a les championnats du monde, où c'est une course tous les 2 ans qui va définir le champion du monde de la discipline. Et après ça, il y a les JO tous les 4 ans, qui va du coup revenir. Tout ça va s'alterner tous les ans. La Coupe du Monde, c'est tous les ans, les championnats du monde tous les 2 ans et les JO tous les 4 ans. Et ouais, participer au championnat du monde à Val d'Isère, c'était énorme. On était à la maison, on savait qu'il y avait une espèce de ferveur qui allait forcément nous pousser. Moi, je revenais de ma première blessure avec quand même à ce moment-là des bonnes sensations, malgré quand même, on va dire, 2 ans de galère physique avec cette première grosse blessure au genou. Et je me sens prête, quoi. C'est une nouvelle piste, en plus, on courait sur Solèze, donc la piste il y a la face de Bellevarde, et ils ont fait une nouvelle piste pour les filles sur Solèze, vraiment en face des garçons. Donc les 2 événements arrivaient l'un en face de l'autre, dans quasiment la même aire d'arrivée, donc les gens étaient vraiment regroupés au même endroit, donc ça mettait encore plus d'émulation sur l'événement. Les organisateurs avaient décidé de faire l'accès complètement gratuit, et de faire monter en plus des enfants de la vallée, des écoles, pour justement mettre de l'ambiance, mettre du monde et mettre du bruit. Sur ces championnats du monde, ma copine de l'époque, qui était dans le même groupe, Marie Marchand-Harvier, fait 2e en Super G, donc médaille d'argent. Ça met un gros coup de boost à tout le monde. Il y a eu Julien Liseroux avec ses 2 médailles d'argent, il y a eu Sandrine Aubert, qui a dû avoir une médaille de bronze, peut-être team par équipe. JB Grange, je crois, qui a été médaillé sur ces championnats du monde. Et donc, on avait vraiment une super équipe pleine d'entrain et tout. Et je termine 5e de la descente. Donc, super résultat. Moi, c'était quasiment mon premier top 5 de ma vie jusque-là. Donc, j'étais trop fière. Donc là, on est en 2009. Est-ce que là, déjà, tu te dis, tiens, je fais déjà des sacrifices pour ça, ou tu n'as pas l'impression de faire des sacrifices? Si, il y en a depuis un moment, parce que tu n'as pas la même vie que tes copains. Tu peux pas sortir comme tous tes potes ados. En 2009, tu as quel âge? Ouais, 27. Donc, tu fais pas la fête tous les week-ends? Non. Non, je ne fais pas de la fête tous les week-ends. Il y a plus des fêtes en fin de saison, tu vois, quand les dernières courses s'arrêtent. Là, ça lâche un peu les chevaux. Mais l'hiver, on essaye déjà de rester un peu focus. Il y a quand même beaucoup d'entraînement physique, beaucoup de séances de prep. En fait, toute la partie de printemps, c'est des grosses séances de muscu, c'est des grosses séances d'intervalle, c'est des grosses séances de vélo, de cardio, vélo de route. En fait, pour le ski, c'est un sport qui est tellement, on va dire, dangereux à pratiquer qu'on n'est pas limité dans notre entraînement. Il y a des sports, par exemple, les rugbyman, ils n'ont pas le droit d'aller faire du ski parce que, on avait suivi ça. Si tu te tords le genou au ski, du coup, t'es pas prêt pour ton club. Les footballeurs n'ont souvent pas le droit de faire du ski. Les pilotes de F1 n'ont pas forcément le droit d'aller faire du ski. C'est marqué dans les contrats et tout. Alors que nous, en fait, on peut pratiquer tous les sports, quoi. Nous, sur notre entraînement physique, on a fait du judo, on a fait de la gymnastique, genre des barres parallèles, des trucs de force et tout, justement pour travailler la force et l'engagement aussi, parce qu'il faut quand même se jeter un petit peu. De la gym au sol, on a fait, on peut aller faire du canyoning, on peut aller faire
du paddle, parce qu'en fait, dans tous les sports, on va arriver à trouver un truc qui va pouvoir nous apporter sur le ski. Moi, petite, on faisait des énormes hockey en roller hockey sur les terrains de tennis avec les clubs pour justement arriver à faire des petits slaloms, des petits mouvements d'appui, tout genre de trucs. C'est beaucoup du jeu, c'est beaucoup bien sûr, on découvre plein de trucs, on voyage, on rencontre plein de gens, toutes les filles des autres équipes, tout le milieu du ski, c'est génial et je me sens... Enfin, à ce moment-là, je me rends pas compte qu'on vit une vie quand même qui est... Enfin, je me rends pas compte. Je sais qu'on vit une vie géniale. Et on fait aussi beaucoup de sacrifices parce que pour être en forme pour faire tout ça, faut pas non plus trop déconner, quoi. Tu te sens à ta place ? Ouais, complètement. Moi, j'adore faire ça. Je suis pas là pour tous les anniversaires de ma famille. Je pars plus en vacances avec ma famille depuis que j'ai peut-être 14 ans. Mais par contre, j'adore ça, quoi. Je me fais mal régulièrement. Ça me permet de voir ma famille. mais je veux dire, je sais que c'est des sacrifices, mais qui en valent la peine parce que c'est une vie que j'adore. Et puis, il y a des choses qui changent parce que tu passes d'une manière de faire ton métier à un autre puisque tu te retrouves avec un contrat. Ouais. Et ça change pas mal de choses pour toi. À la fin de cette année 2009, justement, avec ces bons résultats au championnat du monde de Val d'Isère, plus les quelques résultats que j'avais faits dans l'hiver, je décroche un contrat avec les douanes. Les sportifs de l'équipe de France de ski, on a des contrats avec l'armée, avec les douanes et maintenant depuis quelques années avec la police aussi. Et en fait, ça nous permet justement d'avoir une certaine forme de... un salaire fixe. Ouais, un salaire fixe et du coup d'avoir moins le côté mental de comment je vais arriver à financer ma saison parce que mine de rien, ça coûte cher. C'est pas parce qu'on est en équipe de France qu'on touche des millions. Ça coûte cher, ça veut dire que ça coûte combien ? Alors, c'est encore plus cher maintenant, aujourd'hui. Mais à mon époque, on avait, avec nos sponsors, donc les skis, les sponsors souvent sur les casques, c'est les stations, mais ça peut être aussi des marques ou autre chose. Avec les gants, les lunettes, les bâtons. En fait, on a des contrats qui sont selon une grille définie par le sponsor et qui sont variables selon ta place mondiale. Et à peu près ? Moi, avec les Deux Alpes, sur mes belles années, je gagnais 50 000 € à l'année sur mon contrat donc bandeau avec ma station. Et les skis, en fait, c'était hyper variable parce que tu avais ton fixe, mais après, tu avais les primes de course qui étaient comptabilisées qu'à partir... alors, pour les petits équipements, c'est sur le podium. Pour les gros équipements, ça peut être jusqu'à la place de 10. Mais en fait, c'est hyper variable, je ne me souviens même pas. Sur une saison, je devais peut-être arriver sur une bonne saison, je pouvais gagner peut-être 150 000 €. Donc, tu en vivais à 27 ans, on peut dire que tu vivais de ça et que le contrat de douane derrière, ça a apporté quelque chose de fixe, plus rassurant. Je te parle des bonnes saisons, je te parle aussi des saisons qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'en fait, ton fixe, il est réévalué si tu te blesses en début de saison. Comme par exemple le premier ligament croisé. Voilà, en fait, et à cette époque-là, je gagnais pas 50 000 € avec les Deux Alpes. J'étais encore pas vraiment au très haut niveau. J'étais dans les rookies, on va dire, de la Coupe du Monde. Là, j'étais plus sur les 20-30 000, je pense, avec mon fixe station. Et en fait, ton fixe, il est variable. Donc avec les stations, en général, le fixe, il est à l'année. Et sur les marques de ski, en fait, ils te donnent 50% de ton fixe selon ta place mondiale en début de saison et les 50% restants, mais selon ta place mondiale à la fin de saison. Donc si tu attaques ta saison sur une bonne place mondiale, entre 1 et 10, tu vas toucher une bonne prime, mettons 20 000 €. C'est pas non plus du 100 000, hein. Mais tu touches 20 000 €, ton fixe doit être à 40 000. Et si à la fin de saison, en milieu de saison, tu te blesses, du coup, ou alors tu fais vraiment une très très mauvaise saison, du coup tu vas baisser dans les places mondiales. Et du coup, ta deuxième partie va être réévaluée par rapport à ta place mondiale de fin de saison. Donc en fait, tout ça est hyper variable en fait. Donc là, on entend que tu as ce contrat de douane qui change quand même un certain nombre de choses. Et chez toi, qu'est-ce que ça change pour de vrai dans ta pratique, dans ta manière de skier, d'avoir ce contrat ? Déjà, avant le contrat douane, déjà tu te sens un peu plus responsabilisé. Parce que tu te dis, ok, ils m'ont fait confiance, je ne suis pas toute seule à galérer avec mes propres problèmes, à aller chercher de l'argent à droite à gauche et aller faire le tour des boîtes. Et avant d'avoir ce contrat, déjà, je me disais, j'arrive à faire des bons trucs, mais il y a toujours un moment où psychologiquement, je n'arrive pas à passer un cap. Donc je me dis,
il faut que je trouve un truc. J'avais déjà essayé d'être un peu plus assidue sur la prep physique. J'ai toujours été quelqu'un de un peu costaud. Et c'est vrai que d'aller faire 3 heures de vélo, pour moi, c'était vraiment super dur. Mais j'ai essayé de m'y tenir. La muscu, j'ai toujours adoré ça, donc je me filais à la muscu. Tout le reste, après tous les autres sports, je faisais ce que je pouvais avec mes capacités. Mais c'est vrai que j'ai essayé justement de m'améliorer là-dessus, sur améliorer déjà mes petits défauts, mettons sur le foncier, on va dire. Et sur le point de vue mental, je me suis dit, putain, il faut que je trouve quelque chose, quoi. Faut que j'arrive à faire évoluer ça. Enfin, je me rendais bien compte que mes émotions, déjà à l'époque, elles étaient... Déjà à l'époque, dans le sens aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore un petit peu, mais disons que maintenant j'ai commencé à... Enfin, je sais un peu plus comment les gérer, mais à l'époque, en fait, c'est exactement ça, j'étais une vraie éponge à émotions. Quand il y avait un truc génial, je prenais l'énergie et ça me boostait. Et quand il y avait un truc qui allait pas, boum, ça me mettait au fond du trou, quoi. J'étais une carpette. Par exemple, à un entraînement sur le glacier de Zermatt, en plein été, on était 2 filles du groupe à s'entraîner avec les garçons. Et quand on s'entraîne avec les garçons en descente, c'est un peu plus péchu. Le tracé va un peu plus vite. Ils passent à l'endroit de la bosse où ça saute un peu plus fort. Ça envoie un peu plus, quoi. C'est pas parce qu'il y a 2 filles qui vont s'entraîner avec eux qui vont baisser le niveau, quoi. Et donc moi j'étais quand même bien motivée d'essayer de montrer ce que je pouvais faire. Et donc on fait l'arco et tout, et je vois effectivement qu'ils passent à l'endroit de la bosse où ça va voler, quoi. Ça va faire du bon vol, haut et loin. Je vois ça, mon coach il me dit, t'as vu la bosse et tout, vraiment, faut que tu te mettes dedans, faut que tu tires les bras devant et tout. Ouais, pas de problème. Donc je me remonte, je me booste et tout. Et sur le téléski, je monte avec ma pote, donc sur les archets du téléski de glacier. Et on était toutes les deux un peu dans nos pensées comme ça. Moi, j'étais en train d'essayer de me dire, allez, premier entraînement avec les gars, faut vraiment pas faire de la peine, quoi. Et d'un coup, ma pote, elle me regarde, elle fait, ah, ça va voler la bosse, non? Et là, pouah, tout ce que j'étais en train de construire, vroom, ça m'a tout mis dans les chaussettes. Elle aimait pas du tout les bosses, elle aimait pas voler, alors que moi, j'adorais ça. Et juste sa simple phrase, ah, ça va voler la bosse, ça m'a liquéfiée, quoi. Je suis arrivée au départ, j'ai eu beau essayer de me remotiver et tout, je pousse au départ, je fais mes premières courbes, j'arrive sur la bosse, petit dérapage, je passe la bosse, je me fais dézinguer par mon entraîneur à l'arrivée. Bon, on avait dit que la bosse, t'allais envoyer et tout. Ouais, je sais. Voilà, c'était le genre de truc, en fait, qu'il y avait une petite phrase qui rentrait, poum, ça me plombait, quoi. Et donc, à la fin de cette année 2009, même avant de commencer mes propres recherches, mon ski club m'appelle, alors que le ski club, j'avais quasiment plus rien à voir avec eux, mis à part aller faire les courses de fin de saison et puis aller donner les récompenses aux petits à la fin de l'année. La secrétaire m'appelle, me dit « Ah, j'ai eu un appel d'un monsieur qui aimerait ton contact, je crois qu'il est préparateur mental, est-ce que je lui donne, quoi ? Est-ce que tu veux que je lui donne ton numéro ?» Et je dis, bah ouais, carrément. En fait, c'est exactement ça. C'est le bon timing. Je cherche quelqu'un, je vais le rencontrer. Si ça match, c'est cool. Sinon, tant pis, j'aurais rencontré, quoi. Et c'est devenu mon préparateur mental, ce monsieur. Donc, on allait justement sur la saison des Jeux Olympiques. Je savais qu'il fallait que j'augmente un peu mon potentiel. Et boum, cette personne providentielle tombe au bon moment, quoi. Et ça marche? Ouais, on attaque, il y a une préparation donc tous les mois, voire 2 fois par mois, je le rencontre, on parle. C'est pas comme un psy, c'est pas comme un pote, c'est pas comme un coach, mais c'est un peu tout ça en même temps. En fait, c'est quelqu'un qui avait une approche qui me plaisait parce que il avait vu qu'en fait j'étais quelqu'un d'assez sensible et les quelques mots qu'on a eu au début, les quelques premières rencontres qu'on a fait, il m'a dit toi vraiment il faut que tu bosses sur tes émotions. Si tu arrives à gérer tes émotions, tout le reste ça va dérouler, quoi. C'est peut-être pas du gâteau, mais en tout cas ça va vraiment t'aider. Apprends à te connaître, apprends à savoir comment tu fonctionnes. Et de là, tu mets en place des choses avec ton équipe, parce qu'en fait, je fais des choses pour moi, mais en fait, toute l'année, on est avec des coachs, on est avec d'autres filles qui sont des copines quand on est ensemble dans la chambre, mais qui peuvent être aussi nos adversaires quand on est au départ d'une course. Moi, j'avais plutôt tendance à voir le fait que je me battais contre le chrono, mais effectivement, tu te bats contre toutes les autres filles, même celles de ton groupe, quoi. Donc ouais, il fallait essayer de montrer aux autres comment moi je fonctionnais, parce que certaines fois, peut-être, je pouvais avoir une réaction qui soit mal comprise, parce qu'elle ne fonctionnait pas pareil que moi, et du coup, le fait que moi je réagisse comme ça, elles allaient mal le prendre, ou alors elles allaient penser que j'étais peut-être un peu prétentieuse. Et en fait, essayer de justement mettre à plat tout ça,
Pareil avec les coachs, leur dire, bah voilà, moi j'ai besoin de ça. J'ai déjà quelques années d'expérience. Je ne suis pas comme une jeune qui vient de rentrer dans le groupe. Elle est pleine de peps, elle fait 30 kilos de moins que moi, elle monte l'école en vélo à 2000 à l'heure, elle a envie de se tirer la bourre. Moi, j'ai juste envie de faire ma séance, j'ai pas envie de faire la course sur un vélo parce que je sais que moi, par contre, je vais soulever peut-être 40 kilos de plus à la muscu, quoi. Et tout ça, il faut que tu puisses le dire et l'exprimer. Voilà, et l'exprimer correctement pour que ce soit bien compris et que ce soit pas quelque chose qui crée justement des tensions dans le groupe et ni des tensions avec moi, enfin ma propre façon de voir les choses, quoi. Et on n'a encore rien trouvé de mieux que de se parler pour se comprendre. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Et puis arrive donc 2010 et tu es sélectionnée au JO de Vancouver. Est-ce que vous vous rappelez qui levait la main de Marion Roland au JO de Vancouver? On vous montre? Moi, je voudrais, avant sa réaction, votre réaction là quand vous voyez sa gueule. Une grosse déception. Là. Déception. On n'a pas le droit à un nouveau départ. C'est ça. Genre, viens, on recommence. Viens, on fait comme si ça n'existait pas, on se le refait une deuxième fois. Je trouve que les commentaires sont plus durs que l'image. Ouais. Les commentaires sont plus durs que l'image. Merci. Vous voyez d'autres choses? Et encore, c'est pas le... Voilà. On va y arriver. Donc, c'est 2010, sélectionné au JO de Vancouver. Donc, il y a plein de choses qu'on peut se dire. On voit ça. Là, en plus, vous avez Marion à côté. Merci pour cette phrase. Mais du coup, de revoir ça, qu'est-ce que ça te fait? Avant ça, c'est... Là, on vient de voir ce que le monde entier a vu, parce qu'il y a quand même 2-3 personnes devant la télé. Raconte-nous maintenant ce que toi, déjà, tu as vécu sur le coup. C'est pas des bons souvenirs, ouais. Ouais, ça me fait un petit truc, quoi. C'est pas cool. C'est pas un moment cool. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était à Vancouver, donc à l'autre bout des États-Unis. C'était donc à 10h ou 11h du matin. Mais chez nous, c'était en prime time, quoi. C'était, avec le décalage horaire, ça passait à 21h en France, quoi. On était sélectionnés des Deux Alpes pour participer au JO. Et la station avait mis en place un écran géant sur la place des Deux Alpes. Ma famille, je savais que toute ma famille était devant l'écran. Je savais que tous mes potes étaient devant l'écran. C'était le dimanche soir, donc autant dire qu'il y avait du monde. Devant la télé, je pense qu'il y avait à peu près pas loin de la planète entière, quoi. Et là, je me suis dit, putain, pas aujourd'hui, pas maintenant, quoi. Quand j'étais par terre, là, je me dis, mais c'est pas possible, pas aujourd'hui, pas maintenant. Tout le monde t'a vu, c'est la honte internationale, quoi, pour le coup. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on voit pas très bien parce que je fais quelques pas de patineur, mais en fait, dès le moment où je pousse, où je sors du portillon, le genou que j'avais cassé 3 ans avant repète. À la poussée de départ, en fait, mon bâton, je me souviens plus à droite ou à gauche, mon bâton dérape un petit peu sur le petit carré où on pose nos bâtons de l'autre côté du portillon. Ça me déséquilibre un petit peu. Et en voulant rattraper le truc, mon genou se tord et en fait pète. Donc je fais 2-3 pas de patineur. Et en fait, après, je pars en faute de quart parce que j'arrive plus à maintenir mon genou stable et je m'étale à 4 mètres du départ, quoi. Donc ouais, la honte internationale. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Est-ce que c'est la blessure? Est-ce que ce que tu es en train de te raconter? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est les commentaires? Ce qui a été le plus dur, c'est l'après. Parce que bon, sur le coup, voilà, après la course, les commentaires de France Télé, voilà, ça passe. Ils passent je suis évacuée du truc assez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts. La course continue et en fait, après, voilà, ça passe. Ce qui va être très très dur, c'est que ça va être repris assez lourdement dans des émissions, par exemple à l'époque le petit journal de Yann Barthès sur Canal+, qui va faire monter la sauce parce que justement les commentaires de France 2, allez Marion, c'est sa course, c'est sa piste. En plus j'étais la dernière française à passer, on était 4 à faire les JO en descente et je suis la 4e française, donc aucune des autres françaises avait fait une très bonne course. Je suis la dernière cartouche. C'est sa course, c'est sa piste. Bah non, j'étais une bonne rookie, mais j'étais pas une favorite de la course, loin de là, quoi. Et donc ils ont fait monter le truc et tout, allez Marion. Et en fait, du coup, sur le petit journal de Yann Barthès, c'est devenu la risée de la France entière, quoi. À l'époque 2010, il y a eu donc c'était un peu le début de Facebook, mais il y avait déjà du harcèlement, on va dire. Il y a eu des groupes Facebook qui se sont montés, Marion Roland. La honte de la France, et il y a eu plein de gens qui se sont abonnés sur ce genre de trucs. Enfin, c'était un truc de dingue. J'ai reçu des messages
Tu devrais aller te pendre, t'es la honte de la France. Enfin, c'était hyper violent, quoi. Et en fait, c'est ça qui a été le plus dur. Parce que quand on est sportif de haut niveau, on se blesse, ça fait partie du jeu. Bon, là, c'est un peu la loose, mais c'est une blessure quand même. Et potentiellement, c'est pas une blessure très grave parce que par rapport à ma première blessure où je me suis vraiment explosée, là, en fait, mon genou, il fait que casser sans choc, sans rien du tout, quasiment sans torsion, quoi. Donc, en fait, mon genou, le ligament est cassé, mais le genou n'est pas abîmé. Je sais que je vais pouvoir plutôt bien m'en remettre, quoi, que ça se répare bien. Mais le côté psychologique de ça, je pense que si j'avais pas attaqué toute la prep mentale que j'avais fait avant, tout le travail de prep mentale que j'avais fait depuis le printemps 2009 jusqu'à février 2010, je pense que j'aurais très bien pu ranger les skis, tout poser et me dire allez, basta, c'est terminé, je vais élever des chèvres dans le Larzac, quoi. Donc merci pour ton témoignage. En tout cas, ça me fait de l'effet. Et moi, je voudrais vous poser une question à vous et demander à ceux qui sont déjà tombés, que ce soit physiquement, mais pas que, hein, et qui sont vraiment fait mal, en fait, de se lever, s'il vous plaît. Voilà. Ceux qui se sont dit, ouais, je me suis bien fait mal sur ce coup-là. Je voudrais donc que vous regardiez autour de vous, parce qu'il y a quand même du monde qui est debout. Donc il y a des entrepreneurs, des dirigeants, des salariés, des indep, des gens sympas, des gens que j'aime beaucoup aussi. On est plus ou moins tous arrivés ici avec le sourire. Et donc derrière ces mots et derrière ces sourires, il y a des histoires qu'on ne connaît pas. On ne voit pas leurs blessures, on ne voit pas leurs encouverts, leur deuil, leurs failles, leurs maladies, et pourtant c'est là. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que chacun se relève à son rythme, petit à petit, et que parfois, pour revenir encore plus fort, on va en parler. Donc, où que vous soyez, que vous ayez remonté la pente ou non, vous êtes ici. Et que déjà ça, c'est super bien et super fort. Alors, je voudrais que vous vous disiez un truc intérieurement ou à haute voix. Bravo. Bravo d'être là. Bravo d'être encore et toujours là. Et d'être ici ce soir, c'est déjà la preuve que vous vous êtes relevé au moins une fois. Donc, merci à tous. Vous pouvez vous rasseoir. Et maintenant, Marion, ce qu'on voudrait savoir, c'est que là, on est à un moment qui n'est pas sympa de ta vie. Et du coup, c'est comment derrière, tu remontes la pente. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'aide à remonter la pente? Bon, déjà, il a fallu rentrer de Vancouver. Tous mes coachs sur place au village olympique m'avaient dit ne va pas voir ils m'ont tous dit ne va pas voir les réseaux sociaux, ne va pas voir les commentaires, ne va pas voir les commentaires, parce qu'à l'époque sur des blogs genre Ski Chrono ou quoi, les commentaires étaient ouverts. Maintenant, il faut s'enregistrer pour justement laisser une trace de ton passage. Mais à l'époque, c'était open bar, quoi. Et en fait, le truc, c'est que tu peux pas vraiment passer à côté. À l'époque, les pushs sur les téléphones, sur les iPhones ou quoi, t'en avais un peu tout le temps, quoi. Et donc, je l'ai vu, tout ça. J'ai parlé avec beaucoup de monde. J'ai parlé là-bas sur place au village olympique avec une fille qui m'a fait beaucoup de bien, avec Sandra Laoura. C'est une skieuse de boss qui, elle, pour le coup, s'est mis une grosse boîte en ski de boss et est devenue paralysée. Donc, à l'époque, sur les JO, elle était un peu consultante, elle bossait un peu avec les médias, elle bossait un peu avec l'équipe de France pour être sur le village olympique et aller voir les athlètes. Et donc, j'ai pas mal parlé avec elle. Et en fait, je me suis dit, mais t'as le genou pété, elle a plus de jambes, quoi. Donc, faut déjà un petit peu remettre les choses à leur place. Donc, ça m'a fait du bien. Ensuite, je suis rentrée en France. Je voulais pas rentrer aux Deux Alpes. Je voulais pas rentrer voir ma famille. J'avais tellement la honte, mais c'était un truc de dingue. Je suis arrivée à l'aéroport à Vancouver, à Lyon. Et directement, c'est les équipes du chirurgien qui sont venues me chercher à l'aéroport et qui m'ont tout de suite emmenée à l'hôpital, faire les premiers tests, faire les scanners, les machins, les bidules. Et après, j'ai ma famille, mes grands-parents côté paternel qui habitent à Villefranche-sur-Saône, donc à côté de Lyon, qui sont venus me chercher. Et j'ai passé peut-être 3 semaines là-bas, le temps de me remettre un peu psychologiquement de tout ça. Parce que je voulais vraiment pas rentrer voir ma famille, voir les gens des Deux Alpes. J'avais vraiment trop la honte, quoi. Donc après, je me suis fait opérer. Même à l'hôpital, sur mon brancard d'hôpital, en fait, il y avait tout le temps des gens qui me le rappelaient, quoi. Un brancardier qui vient me chercher et qui me dit
en m'emmenant au scanner ou je sais plus où, qui me dit « Ah, je voulais vous dire, avec mes potes, on a vachement rigolé de vous voir tomber au départ des JO. » Donc moi, à peu près tous les jours, je pleurais, quoi. Je pleurais de toute façon, même sans rien faire, même sans qu'on me dise rien. Et puis, et tous les jours, il y avait des gens qui me disaient, enfin, 1 ou 2 personnes qui me disaient ça dans la journée. Je dis, en fait, c'était pas tellement drôle. Enfin, vous voyez, je suis en train de galérer et de me faire réopérer du genou. C'est pas forcément le moment le plus funky, même si effectivement, vous avez pu trouver ça drôle sur le moment. Donc, il y a eu les passages Yann Barthès, il y a eu les passages Facebook. C'était dur à gérer. Après, je me suis fait opérer. Et en fait, en me faisant opérer, après l'opération, on rentre en centre de rééducation. Directement après l'opération, tu as 3 semaines d'affilée en centre de rééducation à Hauteville-Lompness, endroit glamour s'il en est, au milieu des pins et du brouillard. Donc très sympa. Mais avec que des gens qui sont dans la même situation que toi. Des gens qui ont galéré, des gens qui ont glissé sur une feuille de salade à McDo et qui se sont éclatés la rotule, des gens qui se sont mis des énormes boîtes en motocross, qui se sont complètement explosé la cheville. Enfin, il y a de tout. Il y a des gens qui sont de toute façon au même stade que toi. Et en fait, tu te retrouves au milieu de tes pairs. Tu dis, finalement, ouais, tout le monde a sa petite blessure, tout le monde a son petit challenge à relever et tout. Bon, tout le monde me connaissait là-bas. Je suis arrivée un peu connue comme le loup blanc. Et j'ai eu un peu de mal à sortir et à aller manger au réfectoire avec tout le monde au début, parce que je savais que les regards allaient être sur moi. Et puis en fait, après, t'es pris dans le truc, quoi. Tu passais les premiers moments de post-opératoire qui sont pas forcément super rigolos. Après, en fait, la rééducation s'enchaîne et puis tu rattaques. Et puis voilà, tu te recrées des nouveaux objectifs. Au début, c'est de poser le pied par terre. Après, c'est de pouvoir descendre un escalier. Après, c'est de pouvoir mettre un peu de force sur ta jambe en petit semi-squat. Et tous les jours, il y a des nouveaux trucs qui passent. Et comme mon genou n'était pas abîmé, mis à part le ligament croisé, en fait, le chirurgien m'a dit que mon ligament qu'il avait réparé à l'époque, qu'ils font une espèce de tresse. Et en fait, la tresse s'était effilochée au fur et à mesure. Et ce jour-là, au départ, il devait rester qu'un petit brin qui tenait. Et en fait, j'aurais très bien pu me péter le genou en sortant du lit ou en descendant du car ou en chaussant mes skis. Mais voilà, c'est arrivé en poussant au départ, quoi. Et après cette rééducation, tu décides de partir. Ouais, exactement. Du moment où je peux poser les béquilles, donc il y a une première phase de 3 semaines, ensuite il y a 3 semaines à la maison, et ensuite il y a 2 semaines de rééducation. Et après, là, tu poses les béquilles et tu peux être un peu autonome. Donc là, je décide avec une copine aussi, skieuse qui avait arrêté sa carrière juste avant les JO de Vancouver parce qu'elle n'avait pas été prise dans la sélection. Donc elle a carrément dit j'arrête et je vais enseigner le ski. Donc elle était bien au bout du rouleau aussi. On va partir en vacances, on part 3 semaines en Malaisie. Backpackers, on réserve le premier hôtel de la première nuit et puis après on se démerde et puis on fait notre vie là-bas. Donc les galères de voyage au bout du monde quand c'est pas tellement réservé, mais c'est rigolo, on est entre copines, on voit des beaux levers de soleil, on se fait des beaux pas de taille à manger chez l'habitant et tout, enfin super. On se retrouve un jour dans une espèce de baie magnifique avec un panorama, mais juste waouh, quoi, les petits requins black tips qui passent sous nos pieds et tout. Et là, on entend parler français. Et eux, ils nous entendent parler français. Du coup, on se rapproche. Ah, salut, vous faites quoi, machin, nana. Nous, moi, je suis monitrice de ski. Et puis, je dis, moi, je suis en équipe de France. Et puis, le français de base. Ah, en équipe de France, mais tu connais la fille qui est tombée au départ des JO. Donc, même au bout du monde, on me rebalance l'histoire, quoi. Et là, en fait, à ce moment-là, on en rigole, bien sûr. Ouais, c'est moi. Et là, je me dis, si même au bout du monde, de toute façon, les gens te rappellent, enfin, te redisent cette histoire, en fait, il ne faut pas que tu la mettes sous le tapis, il faut que tu vives avec, quoi, parce que maintenant, ça va faire partie de ta vie, et puis même si ça fait mal, et même si ce n'est pas un bon moment, malgré tout, tu n'auras pas trop le choix, quoi. Donc, en fait, je rentre de ce voyage avec la sensation d'avoir laissé un sac à dos là-bas, quoi. Plus légère. Ouais, carrément. D'avoir passé un cap un peu dans le mental en me disant, voilà, ok, je l'accepte, ça fait partie de ma vie. Tu laisses glisser, tu laisses couler, tu peux pas arrêter la rivière, donc tu roules avec, quoi.
C'était une phrase que tu m'avais dit. Alors, pour info, Marion, on s'est déjà retrouvés un peu comme ça sur une scène il y a 3 ans, je dirais. 2020. 3, voilà. Et elle m'avait dit cette phrase, on ne peut pas arrêter la pluie, mais on peut changer la manière dont on le vit. On danse. Ouais. Et danser sous la pluie, ouais. Et donc, j'entends presque un truc genre, je dois faire avec, il faut que je continue à avancer. Et d'un coup, en fait, tu repars hyper motivé. Bah, complètement, ouais. En fait, déjà, physiquement, ça allait bien. Mon genou était nickel, je retrouvais toutes les sensations. J'avais vraiment l'impression que le jour des JO, ça avait mis pause et que j'avais rappuyé sur play le jour où j'ai remis mes skis 6 mois après, quoi. Quasiment 6 mois jour pour jour après, je remets les skis et en fait, toutes les sensations sont là, quoi. J'ai pas peur, j'ai un peu d'appréhension, mais j'ai pas peur, j'ai pas trop mal. Tu peux pas avoir 0 mal quand tu as 2 opérations du genou, mais j'avais pas trop mal, je me sentais bien, les sensations étaient là. Quasiment dès ma 2e descente, le coach qui skie avec moi, il me dit mais waouh, enfin, c'est impressionnant, on a l'impression que tu as arrêté que tu n'as pas arrêté pendant 6 mois de skier, quoi. Et ouais, j'avais continué à travailler mentalement, à faire des choses avec le prep mental. Et vraiment, ouais, j'étais remotivée comme jamais. Et là, pour le coup, je savais vraiment où j'allais, quoi. Enfin, les objectifs étaient clairs. Plus clair que dans la première, qu'avant, ça. Jusque-là, en fait, je me laissais un peu porter par le flow, tu vois. J'allais de course en course. Bien sûr, tu ne prends pas le départ d'une course sans avoir envie de la gagner ou sans avoir envie d'être sur le podium. Mais je veux dire, je me laissais un peu porter par le flow. Et là, j'avais vraiment l'impression de décider ce que j'allais faire et comment j'allais le faire, quoi. D'être un peu plus maître de ce qui se passe. Bah, carrément. En fait, je me casse le genou en début février. Donc 6 mois après, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Fin juillet, début août, je dois remettre les skis sur le glacier, peut-être même directement au Chili, je ne me souviens plus, en stage au Chili. Et à ce moment-là, donc, post-Jeux Olympiques, il y avait les championnats du monde de Schladming en 2011. Et direct, je dis à mes coachs... Garmisch. Oui, Garmisch, pardon. Et direct, à ce moment-là, je pose les jalons avec les coachs. Je leur dis, bon, il y a les championnats du monde de Garmisch, ok, cette année. Mais par contre, je sais que j'ai besoin d'une année où il ne faut pas me mettre de la pression là-dessus, quoi. Je vais reprendre mes marques. Ça va être une année où il ne faut pas attendre de moi des résultats. Donc, tu arrives aussi à mettre des limites et à être clair là-dessus. Exactement, je leur dis, foutez-moi un peu la paix, quoi. Laissez-moi une année pour être OK, pour reprendre tout ce que j'ai besoin de reprendre. S'il y a des résultats, bah, super, on prend. S'il n'y a pas de résultats, au moins, je n'aurai pas la pression de devoir à tout prix garder ma place et tout. Et ça, c'était clair avec la Fédé, parce que ce qui est dur quand on est en équipe de France, c'est qu'on est un peu sur un siège éjectable, quoi. T'as pas de résultats, bah, même si tu reviens de blessure ou quoi, si la Fédé a décidé de pas te garder, bah, en fait, ils te gardent pas, quoi. Donc moi, je leur avais dit, je ferai mon max, je suis pas là pour planter des pâquerettes, mais par contre, mettez-moi pas la pression, parce que ce que j'ai vécu, j'ai besoin de retrouver aussi un peu de sérénité avec ça, quoi. Alors, cette année, elle se passe comment, la 2011, 2012 2011, bah, c'est exactement ça. Je reprends mes marques. Début d'année, il faut savoir qu'en Coupe du Monde, quand tu marques des points, il faut rentrer dans les 30. Donc, je suis régulièrement dans les 30. Puis, de mieux en mieux, je ne me souviens plus exactement des résultats, mais ça se passe pas trop mal, quoi. Petite anecdote, donc je suis sélectionnée pour aller courir à Garmisch. Et je crois que c'est le jour... je me souviens plus quelle course. Bref. Garmisch, la piste, elle est tout dans l'ombre. Et vraiment, la fin de course, elle est souvent très, très glacée, parce que c'est assez bas en altitude et c'est tout en face nord. Donc, en fait, c'est de la glace tout le temps, quoi. Et l'aire d'arrivée, en fait, il y a la pente et l'aire d'arrivée qui est très courte derrière. En fait, ils mettent
la ligne d'arrivée un peu dans la pente parce qu'en fait, il n'y a pas assez de plat pour vraiment s'arrêter. Donc en fait, tu arrives vraiment lancé très très vite dans une aire d'arrivée qui est très très courte. Avec des gens tout autour. Avec du coup des boudins. En fait, tu as des gros boudins de sécurité et après des barrières et les gens derrière. Ouais. Et en fait, je me mets une boîte dans l'aire d'arrivée et je glisse sous les boudins. Et je vais m'enfiler sous les boudins. Mais genre, j'étais complètement coincée. J'avais que les skis qui dépassaient des boudins. Et j'étais là, oh non, ça recommence. Mais en fait, pour le coup, je ne l'ai pas du tout mal vécu parce que... Bon, j'étais un peu en panique parce que je ne savais pas comment sortir de ce truc. Donc, ils sont venus me chercher, ils sont venus me tirer sous les boudins et tout. Je me suis relevée, essayé de faire une petite révérence et tout. Enfin, c'était marrant, mais franchement, je l'ai pas mal vécu parce que je me suis dit, bon, bah, s'ils se foutent de ma gueule, ils se foutent de ma gueule. Et puis voilà, ça sera pas le bout du monde. Mais bon, je fais des championnats du monde corrects. Je dois pas être dans les 10, peut-être dans les 15. Je me souviens plus du tout de mes résultats. Mais franchement, c'était pas une mauvaise année. C'était une année correcte, on va dire. Et puis les courses de fin de saison, ça s'est plutôt bien passé. Je me souviens plus au niveau des championnats de France ou quoi, mais c'est bon. C'était une bonne année globalement. Tu me partages aussi le fait que voilà, il y a plein de choses que tu as mis en place. Donc avec ta préparation mentale, tu continues visualisation, routine, dialogue intérieur, respiration, objectif. Bref, il y a plein de choses. Et on arrive en 2013. Ouais. Avant 2013, il y avait la fin d'année 2012 où il y avait la course de préparation, ce qu'ils appellent la pré-run, parce que les championnats du monde étaient prévus à Schladming en 2013 et ils ont fait les finales de Coupe du Monde à Schladming en 2012. Et donc toute cette année 2011-2012, c'est très très bien passé. Et je termine sur les finales de Coupe du Monde avec un podium, deuxième en descente derrière Lynn Sevon et troisième en Super G derrière Julia Mancuso et je crois Maria Rich ou un truc comme ça. Bref, une fin d'année en fanfare et en plus sur la future piste des championnats du monde, quoi. Et donc tout le début d'année 2012-2013 qui mène jusqu'au championnat du monde de 2013. Là, pour le coup, tout se passe bien. Bon, il y a un peu des hauts, des bas, mais globalement, je fais à chaque course un meilleur résultat que la course d'avant. Et tout roule, quoi. Je me sens hyper confiante. Je m'éclate. On a un super groupe, on a des super coachs, j'ai un super technicien qui me prépare des skis en or à chaque fois. Enfin, mes sponsors, ça roule, la famille, ça roule. Enfin, il y a tout qui roule, franchement, génial. Ok, donc on va voir ce qui se passe en 2013. Vous êtes prêts pour la vidéo ? Là aujourd'hui, les conditions sont radicalement différentes. La piste est illustrée, il y a beaucoup moins d'accroches que pour les premiers dossards. Il faut y aller, Marion. Allez Marion, il faut envoyer, prendre des risques. Là, ils vont moins s'emballer. 13 centièmes, ça va. 4e temps sur le haut pour l'instant. Mais bon, après 6 secondes, c'est pas non plus d'une importance phénoménale. Oui, mais ça permet de gagner quelques précieux kilomètres/heure qui peuvent permettre de faire la différence sur cette partie de glisse. Et attention, on voit le ski extérieur qui a décroché légèrement là déjà. Allez, on remet vite le ski à plat, Marion. La skieuse des Deux Alpes qui passe avec cette 10e d'avance, c'est correct. Elle est 4e pour l'instant. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire la différence, faire pareil. Non, ils s'en plaignent pas du la tout là. puissance technique, être juste sur les lignes. Et puis garder cette vitesse. Il faut savoir que la fille qui est première là, elle est première, elle avait le dossard numéro 2 ou 3. Et là, moi, j'ai le 22. Donc, je suis la dernière fille du groupe de top athlètes, du groupe des plus forts de la Coupe du Monde. Donc, toutes les meilleures sont déjà passées et personne n'a réussi à passer devant Fankini, qui est en tête de la course. Et là, il commence un petit peu à monter. Elle décroche un peu quand même là dans cette courbe, elle a perdu la vitesse. C'est énorme. Bon, déjà, vous, là, ça vous a fait quoi de voir ça ? Ça va mieux, hein ? Oh, putain. Alors moi, je savais ce qui se passait, j'avais déjà vu la vidéo, mais j'étais comme ça quand même, tu vois, pendant le truc. Ouais, c'est ça. Il y a le cœur qui bat, ça fait déjà bizarre pour nous. Toi, ça te fait quoi de revoir ça ? Ah bah là, pour le coup, c'est des bonnes mais tu ressens sensations. encore des trucs Ouais. là, ça te fait encore de l'effet ? Bah ouais, parce que je me souviens de cette journée. Enfin, après, c'est un souvenir un peu vague, mais je veux dire,
Enfin, vague. Les sensations sont là, en fait. Oui, Même qu'est-ce que si, tu ressens au moment où tu franchis la ligne? On te voit la joyeuse sur la vidéo. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du soulagement? J'en sais rien. Ouais, il y a un peu de tout ça, de la joie énorme. Je savais que donc, je pars à la fin du groupe des meilleurs. Toutes les meilleures sont déjà passées. La course n'est pas finie parce que tant que la dernière n'a pas franchi la ligne d'arrivée, tout peut arriver. Mais c'est vrai que là, de passer, alors que la fille qui était en tête est là depuis quasiment le début de la course, et d'arriver devant elle à ce moment-là, je me dis, ça sent quand même bien la médaille, quoi. J'ose presque pas y croire, mais je me dis, si c'est pas une médaille d'or, il y a des chances que je sois sur le podium, c'est cool, quoi. Mais là, on te voit quand même en joie dès le passage. C'est-à-dire que là, tout de suite, tu sais que c'est bon? Il y a des grands panneaux d'affichage et quand tu vois du vert, tu sais que tu es devant. Donc assez rapidement, tu le sais, ouais. Pendant 3 ans, il y a plein de choses qui se passent. Ces 3 années résumées en quelques secondes, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Tu l'as évoqué, il y a des sacrifices, il y a plein de préparations, tu es accompagné, tu as toute une équipe. Pourquoi cette fois-ci, tu m'as dit, tu dis que tu te sentais prête. Pourquoi cette fois-ci, tu étais prête? C'est tout l'état d'esprit que j'y ai mis, je pense. D'essayer de justement me focaliser sur les choses positives. Essayer de laisser couler ce que je ne pouvais pas maîtriser. Avant, je faisais un pataquès avec la météo du matin. Parce que j'ai jamais été très bonne dans le jour blanc. Ce qui est dans le jour blanc, c'est pas facile, on n'y voit pas grand-chose. Le terrain, le relief, tout est un petit peu biaisé. Et du coup, il faut beaucoup faire confiance à tes sensations. Et donc, quand c'était jour blanc, je me réveillais le matin, c'était jour blanc, ma journée était gâchée, quoi. Là, je me disais, de toute façon, c'est la météo, je ne peux pas souffler dans le ciel ou mettre un ventilateur pour que ça aille mieux. Donc, arrête de te prendre la tête avec le jour blanc. Et du moment où j'ai arrêté de me prendre la tête avec le jour blanc, j'étais peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, j'ai eu de meilleurs résultats sur des conditions plus difficiles. C'est plein de trucs comme ça, en fait, d'essayer de voir le positif dans chaque chose. Il y a peut-être plein d'anecdotes qu'il faudrait que je me... En tout cas, il y a quelque chose de laisser de côté ce qui est hors de ton contrôle pour te concentrer sur ce qui est de ton contrôle. Ça change beaucoup de choses. Carrément. Tu y vas en te disant, je veux une médaille? Je veux la médaille d'or? J'y vais en sachant le potentiel que je peux dégager sur cette piste, du fait de mes résultats de l'année d'avant. Le fait d'avoir fait des bons entraînements, parce qu'en descente, en fait, on a des journées d'entraînement dans les conditions course 2-3 jours avant. J'aurais pu tout lâcher et faire une course complètement pourrie ce jour-là, parce que le jour du Super G, qui était 2 jours avant, je crois, on fait un résultat de groupe qui est plutôt pourri. Et on se fait passer une grosse chasse par notre entraîneur, qui n'était pas très tendre. Mais en fait, je ne l'ai pas du tout pris personnellement, parce que vraiment, mon objectif, il était clairement sur la descente, quoi. Je n'étais pas fière d'avoir fait un mauvais résultat sur le Super G, mais par contre, j'ai dit, OK, bon, le Super G, de toute façon, il est passé, maintenant, laisse couler, et puis... Donc, il y a quand même une histoire d'objectif, de focus, etc., qui t'aide à ce moment-là, d'après toi. Carrément, je pense que si on n'a pas d'objectif, mine de rien, on n'arrive pas à avancer, quoi. La championne du monde serait-elle devenue championne du monde sans Vancouver? C'est 1000 fois plus facile de se remotiver après un échec qu'après une victoire. OK. Pour moi, ça a été 1000 fois plus facile de me remotiver après Vancouver. Pour beaucoup de gens, par exemple, l'équipe a titré la revanche de Super Marion, je crois, c'était la une de l'équipe. Pour moi, ça n'a jamais été une revanche, en fait. Pour moi, comme je dis, j'ai vraiment mis le truc sur pause pendant cette blessure de Vancouver. Et en fait, j'ai réussi à me remotiver parce qu'en fait, j'avais trop envie de skier. Enfin, je ne me voyais pas faire autre chose que ma vie de skieuse. Et on est hyper privilégiés d'avoir cette vie-là, de pouvoir voyager, de pouvoir skier sur toutes les pistes du monde. Après, on ne connaît pas toutes les stations du monde parce qu'en général, on est sur la piste de course et on fait hôtel, piste de course, hôtel, piste de course. Mais je veux dire, j'ai plein d'anecdotes super de ma vie d'athlète. Là, après Vancouver, en fait, je me suis rendu compte que cette vie-là, je ne l'aurais pas ou je l'aurais différemment. Je l'aurais peut-être plus jamais dans la vie normale des gens normaux. Et donc, en fait, je me suis dit,
un peu... il a fallu que je me change, en fait, que vraiment que je travaille sur mon état d'esprit, sur le fait d'en tirer le meilleur, quoi. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, en regardant ces images, donc 13 ans après, où tu découvres encore des choses, tu te dis, putain, c'est que maintenant que tu comprends des choses qui s'est passées, etc. ou... Je pense que oui, il y aurait plein de trucs que j'aurais fait peut-être différemment, que j'aurais peut-être fait un peu plus tôt dans ma carrière. Si je pouvais parler à la petite Marion de 15-16 ans, je lui dirais peut-être d'être un peu plus rapidement professionnelle, entre guillemets. D'être un peu plus... et puis de prendre les choses un peu moins à cœur, d'avoir son objectif, de savoir où on va, mais de ne pas se prendre la tête avec tout ce que je me suis pris la tête. Moi, j'entends presque quelque chose autour de faire quelque chose de tes émotions parce qu'elles t'ont vachement aidé, Ouais. mais peut-être quand c'était un peu trop haut, un peu trop fort, d'arriver à un peu plus contenir. C'est pas annihiler les émotions. Je sais que je suis sensible, je sais que je suis quelqu'un qui prend les choses à cœur, mais maintenant je le sais et je vis avec. Tout le monde, enfin tous mes coachs m'ont dit toi t'es une gentille. Mais en fait c'est pas une tare d'être gentil. Enfin tu vois, pour tous les coachs il faut être dans le portillon avec la rage au ventre, les crocs, la bave, envie de tous les défoncer. Bah moi fallait juste que je sache que c'était pas ma façon de fonctionner, quoi. Et à partir du moment où tu l'acceptes, tout est plus simple. Ouais, carrément. Et puis que tu l'acceptes et que tu parles aux autres que tu es comme ça aussi. Parce que sinon, ils vont continuer à te mettre dans un faux mindset, quoi. Peut-être que tu as vu autour de toi d'autres personnes qui ont rebondi après leur Vancouver, je vais le dire comme ça. Peut-être d'autres sportifs notamment. Est-ce qu'il y a des choses que tu as observées, vues chez ces autres personnes qui arrivent à rebondir comme tu l'as fait et où tu dis, tiens, ça, c'est des trucs qui m'ont marqué. J'ai peu vu de gens qui le font seuls. Il y a souvent quelqu'un qui va être en soutien, qui va être alors soit un coach, soit un prep mental, soit un ami, soit de la famille qui va être hyper bénéfique et soutenant. Je pense que dans ces moments-là, c'est sûr que on peut se trouver pas bien, on peut se trouver un petit peu perdu, on a cette espèce d'orgueil qui nous fait dire aussi je vais y arriver tout seul et puis je vais me relever et puis je vais leur montrer. Mais en fait, souvent, je vois, j'ai quelques athlètes en tête qui, en fait, tout seuls, certains qui arrivent parce que c'est leur caractère, mais souvent, en fait, il faut se forcer à s'entourer, quoi. Parce que c'est les autres qui nous aident aussi à voir les choses différemment, à sortir un petit peu de notre façon de voir les choses aussi. Je pense que c'est bien d'avoir plusieurs points de vue aussi sur un problème ou sur une situation. À vous, c'est quoi vos bons tuyaux ? Marion a partagé des choses qui lui ont permis d'avancer, de se réinventer. Si vous en avez, vu qu'on est 2-3 à s'être levés et qu'on sera peut-être qu'on en aura besoin encore demain. Ok, le mot qui ressort le plus, c'est coaching, psychologue, l'envie, la motivation, laisse quelque chose. Ça nous en fait 2-3. Je vais les prendre en photo aussi, moi je les garde. Voilà, ça peut toujours servir. Hop. Et puis du coup, on va passer à dernière partie. Ça fait bizarre. Ouais, on ne sait pas. En tout cas, c'est la partie de son histoire qu'on connaît le moins parce que du coup, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui filme. Alors, on va faire très court, si c'est OK pour toi, jusqu'à ce que tu as choisi de faire aujourd'hui. Mais il se passe plein de trucs. Ouais. En gros, en 2 minutes, qu'est-ce qui se passe ? Après les championnats du monde, donc février 2013, je suis championne du monde. En septembre 2013, je me recasse le genou. Donc on en est à là ? On est à la 3e fois. Là, je me casse donc 2007, 2010, 2013, l'autre à droite. Je m'explose le genou, là pour le coup, pas mal d'explosions. En stage au Chili, ligament croisé, latéral interne,
désinséré du tibia, rupture partielle du latéral externe, enfin bon bref, une petite boucherie. Je rentre à la maison, donc je loupe la saison 2014 où il y a les JO de Sochi, où pendant l'hiver j'avais fait des très bonnes pré-olympiques, parce qu'ils avaient fait des Coupes du Monde là-bas, donc j'avais fait, je crois que j'avais terminé 4e et 6e ou 4e et 5e sur les pré-olympiques de Sochi, donc plutôt aussi bonne sensation, donc bien dégoûtée. Je repars en rééducation, je galère pour le coup énorme parce que le genou était bien éclaté. Je reprends en 2015, mais je veux continuer pour essayer de remettre mon titre en jeu sur les championnats du monde de 2015 à Aspen. Et en janvier 2015, je me recasse le genou pour la 4e fois. Donc deux fois de ce côté, 2 fois de ce côté-là. Et là, je savais de toute façon que j'allais arrêter à la fin de l'année parce que 2015, il y avait les finales de Coupe du Monde à Méribel. Et j'avais envie d'arrêter à la maison en sachant que ma famille pourrait venir me voir et faire les finales avec moi. Donc j'arrête du coup en janvier. J'annonce que j'arrête à ce moment-là. Et là arrive la petite mort du sportif. Et pour le coup, je ne pensais pas le vivre comme ça, mais c'est vraiment ça. À ce moment-là, tout s'arrête. Tu passes d'une vie qui est réglée, qui est complètement organisée. Tu sais exactement que le printemps, tu vas faire ça, l'été, tu vas faire ça, l'automne, tu vas faire ça, l'hiver, tu vas faire ça. Tu sais quasiment ton programme semaine par semaine, à plus rien du tout. Plus personne t'appelle, plus personne te demande comment ça va. Ta rééducation, du coup, parce que c'est mon dernier genou, il faut que je passe par la rééducation. La rééducation, ça devient la rééducation de monsieur, madame, tout le monde. Au lieu de faire une rééducation encadrée avec l'équipe de France où on a un kiné, on fait quasiment des journées entières de réathlétisation et de rééducation avec le kiné, les physios, les machins, les bidules. Là, je fais 2 heures de kiné 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Et donc, du coup, c'est pas du tout les mêmes cercles, les mêmes amis, les mêmes gens que je croise. Je vais voir la fédé, je leur demande et je fais quoi maintenant ? Ils m'ont dit, t'as qu'à faire des gosses, ça t'occupera. Sachant que j'étais déjà pas hyper bien dans ma tête, je me suis pas j'avais envie d'avoir des enfants, mais je me suis pas dit tout de suite, allez tiens, faisons des enfants, en sachant que j'étais pas au top moralement. Donc j'aurais dit, merci, vous êtes gentils. Moi, ils m'ont dit, t'as qu'à faire un bilan de compétences. Donc j'ai fait un bilan de compétences. Option 1 des enfants, option 2 bilan de compétences dans cet ordre-là. Ouais, ils m'ont dit, c'est à peu près dans la même journée, à peu près, ouais. Et bilan de compétences, ils étaient en lien avec un organisme de bilan de compétences, mais pour des gens, on va dire, qui sortent d'un métier déjà identifié, qui ne sont pas sportifs de haut niveau, qui sont dans une entreprise ou dans des trucs comme ça. Et la dame du bilan de compétences, après 10 séances de rendez-vous et tout, elle me dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il faut juste que vous ayez confiance en vous. Et ça, en fait, c'est ce que me disaient mes coachs depuis à peu près 20 ans, quoi. Donc je dis merci, ça m'aide pas beaucoup. Ça peut être vrai quand même. Ouais, ça peut être vrai aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que ça m'a pas du tout aidé. Et donc là-dessus, je vais voir ma station. En leur disant, est-ce qu'on peut continuer à avoir un genre de petit partenariat ? Je ne demandais pas les sommes que j'avais à l'époque, mais essayer de pouvoir emmener peut-être les journalistes étrangers quand ils viennent sur la station, leur présenter la station, leur faire un petit peu un genre d'être un petit peu l'image encore des Deux Alpes pendant, je ne demandais pas pendant toute ma vie, mais pour m'aider à rebondir, quoi. Et ça a été bien sympa aussi, ils m'ont dit, on n'a plus besoin de toi, tu n'es pas à l'image de notre cible marketing et tu n'es pas assez connu internationalement. Donc merci, au revoir, quoi. C'est ma station, j'ai passé toute mon enfance là-bas, j'ai les montagnes là sur mon bras. Donc ça m'a bien fait mal au cœur aussi. Donc du coup, là-dessus, je me suis dit, je vais de toute façon finir mon monitorat de ski. Parce qu'il fallait bien que j'ai quand même un petit diplôme. J'avais passé mon bac à l'époque à Albertville, mais je n'avais pas continué mes études. Et il y avait plein de gens que je voyais j'étais un peu invitée sur des after-work ou des trucs avec Audi ou avec des anciens sponsors qui disaient tiens, viens, on t'invite sur tel événement et tout. Et les gens que je rencontrais me disaient super, ton parcours il est génial et tout, on aimerait trop avoir quelqu'un comme toi dans nos équipes, mais on ne sait pas sur quel titre te faire rentrer dans l'entreprise parce que on est en France, il y a des grilles, il faut rentrer dans des cases, dans des machins et si t'as qu'un bac tu peux pas rentrer sur un poste de machin truc et tout. Du coup je me suis dit je vais reprendre des études. Donc je suis rentrée au CESNI à Chambéry pour faire une licence commercialisation de produits et services sportifs en alternance pendant 1 an, du coup avec Rossignol qui était ma marque de ski et que je skie depuis toujours sur Rossignol. Et donc eux ils m'ont dit ok, on a le projet de faire une cellule textile pro pour les ski clubs et les ESF.
Donc ça fait carrément sens que tu puisses être sur cette cellule-là pour aller vendre les tenues de ski Rossignol au ski club et aux ESF. Donc du coup, j'ai fait une année en alternance dans ce groupe-là, avec que des petits jeunes de 20 ans qui sortaient du bac et tout. C'était trop rigolo. J'étais une vieille de 35 ans. Et au bout de ça, donc j'ai fait 2 ans avec Rossignol. Mais après, ils ont arrêté le programme Textile Pro. Et du coup, ils ont plus ou moins arrêté, mais ils ont gardé mon collègue qui était en CDI. Et moi, j'étais en CDD. Donc, J'ai juste une parenthèse, ça veut dire que oui, on voit le côté je fais plein de trucs pour avoir une médaille. Je tombe, Vancouver, je remonte, j'arrive. Mais en fait, derrière, des montagnes, il y en a encore 2, 3. Ouais. Et des moments où tu tombes et où tu te relèves et tu tombes et où tu te relèves, finalement, c'est quand même un truc. Ça enchaîne, oui. Et après, j'ai aussi repris, j'ai arrêté Rossignol, donc je suis retournée enseigner à l'ESF à Courchevel. Madame tout le monde, quoi. J'étais pas vendue comme une ancienne championne. J'ai fait les piou-piou, j'ai fait aussi des clients plutôt haut niveau parce que c'est Courchevel et qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais en fait sans que les gens sachent qui j'étais, quoi. Et donc voilà, donc j'ai fait quelques années comme ça. Il y a eu le Covid, il y a eu la saison blanche où on n'a pas pu skier. Là, j'étais enceinte de ma première petite fille, donc quand même bien 5 ans après avoir arrêté. Donc il me fallait bien 5 ans pour que j'arrive à me refaire un peu la cerise aussi pour arriver un peu à switcher sur un nouveau mode. Et donc je continue à enseigner après la naissance de ma première fille. Et là, je retombe enceinte de mon 2e enfant. Et là, la grande rentre à l'école. En termes de garderie, ça commence à devenir un peu tendu. Parce que quand on habite, en plus j'habite dans la vallée, à la Chapelle-Blanche. Donc je montais tous les jours enseigner en hiver, 1h30 le matin de route pour monter à Courchevel, 1h30 le soir pour rentrer à la maison. Je dormais pas là-haut, donc je faisais ça tout l'hiver pendant 4 mois, avec la petite qui était bien gérée tant qu'il y avait la nounou et tout. Mais là, il y avait l'école, il y avait les mercredis qui étaient du coup sans nounou. Papa qui avait aussi son boulot, donc il pouvait pas non plus reprendre le relais toute la semaine non-stop, quoi. Du coup, se pose la question, et maintenant, je fais quoi? Il faut que je me retrouve encore un nouveau métier, une nouvelle passion entre guillemets, en tout cas quelque chose que j'aime faire. Et là, mon beau-frère me propose de m'associer avec lui et de rentrer dans la ferme familiale. Il a une ferme en fait, c'est la ferme des grands-parents qu'il a repris, que le papa avait repris, que lui a repris. Et il a développé tout ça. Et il me dit, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer la meunerie, parce qu'on a un moulin. Et j'ai besoin de quelqu'un justement pour gérer ça, parce que lui, il est beaucoup sur les terres, à faire les cultures, les moissons, les machins, et puis il n'arrive pas à faire le four et le moulin, quoi. Et donc il me dit, en plus j'aimerais bien monter le projet de faire des pâtes avec notre blé, du coup, le moudre, et puis faire des pâtes avec. Est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te plairait? Et puis il me dit, en plus, tu serais quand même à la maison, à côté de la maison, à côté de l'école, vachement plus flex avec les petits, ça pourrait être cool, quoi. Du coup, j'ai dit OK. Et donc j'ai appris sur le tas comment faire de la farine, comment faire des pâtes. Donc aujourd'hui, tu es agricultrice. Maintenant, aujourd'hui, je suis agricultrice. Et entrepreneur. Du coup, chef d'entreprise, parce qu'on est en GAEC tous les deux. Et alors, c'est lui qui gère beaucoup les papiers, mais oui, en quelque sorte, chef d'entreprise agricole, quoi. La question que je me pose, alors déjà, je t'entends partager mais du coup, je fais comment avec les enfants, le petit, le grand, le truc, etc. Et je me dis, les questions ont évolué. Je ne sais pas lesquelles sont les plus importantes pour toi. En tout cas, j'ai l'impression que c'est surtout des moments de vie qui sont vachement différents. En fait, c'est la vie que sûrement vous connaissez tous. D'avoir des enfants, ça te change quand même beaucoup de perspectives. C'est génial et en même temps c'est hyper challengeant. C'est jamais la même chose. Si tu sors d'une petite routine qui marche, tu es obligé de tout recommencer à zéro. C'est aussi savoir gérer tes émotions face à eux parce qu'ils sont tout petits. Ils ne savent pas les gérer, les émotions, ça part dans tous les sens. Donc si toi en plus tu es en mode... Qu'est-ce que tu as gardé d'ailleurs donc, de la période de championne du monde? Est-ce qu'il y a des choses qui te servent encore aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneur, de maman, de tout? De garder des objectifs, ça oui. J'ai toujours ce côté un peu compète, j'ai envie de faire des bons produits, j'ai envie de faire les meilleures choses parce que là pour le coup, c'est moi qui les fais, quoi. Je veux dire, donc là tu sens le côté compète qui ressort? Ouais, un petit peu. Là par exemple, depuis cette année, on a attaqué à faire des pâtes. On a fait une formation au mois de décembre, donc on fait des pâtes de blé dur. Donc on a cultivé du blé dur, on a récolté le blé dur, on a mouturé le blé dur. On a donc une machine à faire des pâtes et un séchoir pour les sécher.
on fait des pâtes sèches. Et là, on est en galère depuis le mois de décembre avec le séchoir. Et ça me prend la tête parce que j'essaye de trouver des solutions, j'essaye de faire bouger les trucs, j'essaye d'appeler les fabricants des machines, j'essaye de discuter avec eux, de leur dire un petit peu mes sentiments sur ce qui pourrait ne pas aller. Et en fait, de l'autre côté, bah, t'es face à des gens qui sont un peu, qui ont sûrement d'autres choses à gérer, mais du coup, t'es pas la priorité de leurs problèmes, t'es pas la priorité. Du coup, bah, ils mettent 1-2 semaines à te répondre, mais du coup, bah, toi, c'est ton produit. Tu as envie qu'il soit en magasin, tu as envie qu'il soit le meilleur, tu as envie de pouvoir le vendre déjà pour te payer toi aussi. Ça aide un petit peu. Et du coup, bah, y a plein de trucs comme ça m'énerve. Et en même temps, je me dis, bah, de toute façon, s'ils ne te répondent pas, tu ne vas pas inventer une recette de séchage pour que tes pâtes aillent mieux. Tu es un petit peu obligé d'être zen avec ça. Il faut arriver à garder un petit peu le contrôle là-dessus, de toujours un petit peu relancer, de toujours faire ça. Pour les enfants, bah, c'est... Là, depuis que j'ai les deux, je me suis retrouvée dans des moments de grande solitude où les deux hurlaient pour rien du tout. Enfin, ils étaient juste excités le soir de rentrer à la maison et de décharger aussi toutes les émotions qu'ils avaient eues. Et en fait, je me suis retrouvée un jour à hurler dans le canapé parce que moi aussi, j'avais besoin de décharger. En fait, j'étais super stimulée par mes enfants, super stimulée par la journée. Et là, en fait, je me suis dit, mais non, tu peux pas hurler dans le canapé tous les soirs. Il faut que tu arrives à trouver autre chose pour gérer aussi tes émotions face à eux. Parce qu'en fait, tu leur montres que la seule solution, c'est de hurler dans le canapé. Bon, c'est déjà pas trop mal, c'est pas de taper quelqu'un ou un truc comme ça. Mais en fait, j'ai dû aussi, moi, me rebooter un petit peu mon cerveau de maman parce qu'en fait, maintenant, tu es responsable de petits êtres pour qui il faudrait essayer d'être le meilleur modèle du monde, quoi. Pas de pression, donc. Non, pas de pression du tout. Mais la vie de sportif, à côté de ça, était... Enfin, des fois, je me dis c'était presque 1000 fois plus simple à gérer. Parce que tout était cadré, confortable. En fait, j'avais que moi à m'occuper. Là, j'ai... Et les gens s'occupaient de toi. Et les gens s'occupaient quand même beaucoup de moi aussi. Donc ouais, souvent, je le dis avec énormément de respect et de gentillesse. C'est pas pour me moquer. Hein. Enfin, j'espère que les gens ne le prennent pas comme ça. Mais la vie des gens normaux, elle est 1000 fois plus dure qu'une vie de sportif de haut niveau, quoi. Alors, il y a peut-être pas les mêmes sacrifices, mais pour moi, j'ai l'impression que c'était plus facile de faire du ski. Tu dis qu'il y a toujours le côté compète. T'as plus de chronomètre pour le côté compète. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis à quoi tu mesures ta réussite? C'est quoi ton nouveau chrono? D'arriver à coucher les enfants à 19h30. C'est un chrono aussi. Non, mais c'est que tout roule, quoi. De toute façon, il y aura des... Désolée pour les mots un peu épicés, mais des couilles dans le potage, il y en aura, quoi. Il faut juste arriver à faire avec. Et disons qu'on essaye d'avoir la meilleure organisation qui arrive à peu près à convenir à tout le monde. Et puis, si ça doit dévier un jour, on s'adapte, quoi. Je pense qu'un sportif de haut niveau a quand même une capacité, enfin, on a tous une capacité d'adaptation qui est plus ou moins, avec une tolérance plus ou moins grande. Mais un sportif de haut niveau a quand même, mine de rien, je pense, une capacité à s'adapter qui est quand même assez développée. Et je pense que... on gagnerait tous à être un peu plus adaptables, quoi. Sans dire qu'il faut être une carpette et se coucher sans dire au qu'il faut moindre se truc. suradapter, Ouais, mais voilà. en tout cas... Mais je pense que dans la vie de tous les jours, on gagnerait sûrement un peu plus à être un peu plus adaptable. Ça fait à peu près 1h30, bientôt 1h30 qu'on est ensemble, Marion. J'ai l'impression que ce soir, en fait, on a parlé de ski, mais on n'a pas tant parlé de ski que ça. On a parlé de la vie, on a parlé des hauts et des bas. On pourrait faire plein d'analogies sur la montagne. Il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué dans ton parcours, parce que, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on discute comme ça sur une petite scène, c'est que tu n'as jamais arrêté de te réinventer. Et ça, c'est beau à voir. Donc, moi, je voudrais te dire bravo et merci, Marion, pour ce témoignage. Si vous avez des questions, quelques questions, c'est le moment, avant de laisser le mot de la fin à Alex, des questions ou peut-être aussi avoir envie de partager ce que vous retenez de son témoignage. Merci pour cette belle démonstration. Je suis dans cette même team du tunnel du soir, donc
Force. J'avais une question. On voit pas mal. Alors, je fais aussi un parallèle, notamment avec les chefs en cuisine. Quel est l'impact que vous voyez sur la dureté des coachs que vous avez pu rencontrer sur votre vie, sur votre parcours ? Et je vois notamment pas mal de chefs qui sont en train d'aller à contre-courant de ça, de dire en fait non, c'est pas normal de se faire engueuler en cuisine, c'est pas normal de se prendre des brasses. Et est-ce que, moi je trouve ça hyper rassurant pour les générations qui arrivent, donc nos enfants, à quel point ça vous a marqué justement ces coachs un peu durs, avec des mots durs, la fille qui vous dit allez faire des gosses, ça vous occupera, comment vous l'analysez ? C'est sûr que chacun a sa façon de transmettre et d'enseigner. J'ai eu plutôt de la chance, je pense, parce que, mine de rien, j'ai quand même un caractère je pense, depuis toute petite, d'être quelqu'un d'optimiste et de voir plutôt le bien dans chaque personne. Et en fait, un jour, un coach m'avait dit ça, parce que c'était un coach du ski club qui après est monté à la Fédé, donc que j'ai retrouvé en équipe de France. Donc quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément. Et je lui parlais, parce qu'il n'était pas sur le même groupe que moi à ce moment-là, et je lui parlais d'un coach avec qui ça passait pas vraiment, que c'était hyper compliqué avec lui et tout. Souvent les coachs ont un peu des chouchous dans les groupes, et du coup ils ont tendance un petit peu à casser d'autres filles ou personnalités. Et c'était un peu le cas avec moi, et du coup j'arrivais pas à trouver vraiment, à passer au-dessus de ça. Et il m'avait dit mais déjà essaye d'avoir le moins d'interaction possible avec lui, parce qu'on a rarement qu'un seul coach, on a des fois deux coachs ski plus un prep physique dans l'équipe. Donc il m'a dit va plutôt demander les infos déjà aux autres. Et il m'avait dit surtout essaye de voir ton coach comme une orange, comme une mandarine, et de prendre les bons quartiers et de laisser les quartiers un peu pourris. En gros, tu les manges pas, ça t'atteint pas, quoi. Et j'ai gardé un peu cette façon de voir les choses avec tous les coachs que j'ai eus. Et effectivement, là, depuis que j'ai arrêté, je suis depuis l'année dernière assez impliquée dans une association qui s'appelle Piste Libre, et qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le ski, dans le sport en général, mais dans le ski en particulier, avec d'autres anciens champions. Parce qu'il y a des histoires qui sont sorties dans le ski récemment qui sont vraiment pas très cool. Et en fait, on se rend compte que tout le monde était au courant et que peu de monde a fait les choses qu'il fallait pour que ça s'arrête, quoi. Et en fait, je me rends compte aussi maintenant en tant que maman, effectivement, que ce monde fait un petit peu peur, et que nous, quand on est entraîneur de ski, on a une carte pro et dessus c'est marqué éducateur sportif. Et en fait, beaucoup, même les moniteurs d'ailleurs ont cette carte-là, et beaucoup ont oublié qu'ils ont un rôle d'éducateur, qui ne sont pas là pour formater des champions, ils sont là aussi pour les élever, quoi. Ils sont là pour aider toute une jeune génération à grandir. Moi, je sais, quand j'étais en ski club, en comité et en équipe de France, je voyais plus mes coachs et mes coéquipières que ma famille. Dans une année complète, je voyais plus ces gens-là que ma famille. Donc, si on oublie ce côté éducateur, si on oublie ce côté de transmission et aussi de rapport humain, c'est pourri, quoi. Donc, j'ai la chance, je pense, globalement, d'être tombée sur des gens qui étaient quand même plutôt bien. Il y a eu forcément quelques pommes pourries au milieu, dont un qui avait dit, que j'avais entendu un jour dire, à l'époque j'étais sur le groupe Relève, donc le premier groupe que je suis rentrée en équipe de France. À l'époque il avait dit, s'il y en a bien une qui arrivera jamais à rien dans le ski, c'est Marion Rolland. Je l'avais entendu dire ça à un autre coach. Et celui-là, en fait, voilà l'état d'esprit qu'il avait, quoi. En fait, ça veut rien dire. Quand t'as 16 ans, tu peux pas définir quelqu'un à ce moment-là. Moi, si on avait dû me donner un peu une orientation depuis que j'étais toute petite en ski club, j'aurais arrêté depuis bien longtemps, parce qu'en fait, j'ai jamais été la super meilleure
J'ai eu des bons résultats, mais j'étais tout le temps un peu comme ça, puis je me blessais beaucoup. Mon père qui est pisteur m'a ramassé plus d'une fois sur les pistes des Deux Alpes parce que j'arrêtais pas de me mettre des boîtes, quoi. Donc s'il avait fallu me définir à ce moment-là, j'aurais jamais fait carrière, quoi. Donc je pense qu'on a un rôle d'éducateur et je pense qu'effectivement dans des brigades de cuisine, il y a ce côté transmission et aussi éducation qui est hyper important, et j'espère pour les générations futures que les moniteurs, les entraîneurs et les chefs arrivent à changer un peu d'état d'esprit pour la suite. Merci pour ce partage et ce témoignage. Moi, je suis venue avec ma fille qui est en sport-études biathlon, qui a 13 ans. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui feront écho. Ce que j'ai entendu et ce qui me surprend, c'est peut-être pour ça que j'ai besoin d'une confirmation, d'une clarification, c'est que pendant tout le cursus équipe de France, élite, il n'y a pas de préparation à l'après, de reconversion, de possibilités. Alors, à mon époque, pas grand-chose était fait. Moi, ça a toujours été un stress énorme de savoir quoi faire pour la suite. Et avec mon prep mental, justement, on avait décidé de mettre ça de côté. De dire, étant donné que ça me stresse de dingue, et qu'en fait, ça me faisait perdre clairement de l'influx et de l'énergie, j'avais mis ça de côté. Et je m'étais dit, je verrai une fois que j'arrêterai. Alors, apparemment, à la Fédé... Je ne pourrais pas le certifier, mais apparemment, maintenant, ils ont une nouvelle cellule reconversion qui a apparemment été mise en place. Je ne pourrais pas dire ce qu'ils font exactement dans cette cellule, parce qu'apparemment, elle était déjà en place quand moi j'ai arrêté. J'ai arrêté en 2015, ça fait 10 ans, il y a peut-être sûrement des trucs qui ont été faits depuis ce moment-là, mais il y en a qui ne vont pas du tout stresser avec ça, parce qu'une petite partie des skieurs, leurs parents sont hôteliers ou ont des magasins de sport en station ou ont des affaires en station, et entre guillemets c'est plutôt facile d'imaginer une reconversion là-dedans, donc c'est un peu moins stressant. Moi, mes parents, on n'a jamais eu beaucoup de sous, et de toute façon j'étais sûre qu'au pire je finirais monitrice de ski et au mieux je trouverais ma voie avant, quoi. Mais oui, il n'y avait pas énormément de choses mises en place, ouais. Comme on est en petit comité, on sait que vous allez pouvoir continuer à poser des questions avec Marion en mangeant tout plein de bonnes choses, en buvant un verre, etc. Donc, merci à tous. Et puis, je passe la parole, pour finir, à Alexandre. Merci à tous. Je vais vite dérouler la fin parce qu'on a tous faim et soif. Mais d'abord, mon côté jaune, comme dirait Justine, a envie de faire quelque chose. Au Japon, ils ont Super Mario. En France, on a Super Mario. Nos locaux qui vont se présenter. Donc, nous avons pris 3 personnes qui font donc des choses sympas du coin. Donc, Vert Pépite, qui va se présenter, voilà. La charcuterie du Nivolet, qui est représentée ici. Il y a Cédric Pernaud, qui est dans le frigo là-bas, on le sait pas, qui n'a pas pu venir malheureusement. Et nous aurons une dégustation de vins uniquement locaux. C'est ma sélection. Elle vaut ce qu'elle vaut, voilà, on pourra critiquer. Elle vaut. Elle vaut. Non, j'avais un budget limité, tu le sais. Ça, c'est cool. Donc, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on trouve aussi que ça fait partie de le hub. On est dans un écosystème. Autant profiter que ces gens-là qui font des super produits, qui pourront vous expliquer tout ceci, profitent un peu de ces soirées-là. Il y aura une saison 4. La première date, si vous la voulez, vous pouvez la noter. C'est le mardi 6 octobre. La grille de tout ce qui va se passer l'année prochaine, il y aura de nouveau 6 épisodes. On n'en fait pas un de plus, mais pas un de moins non plus. La saison prochaine, il y a quelques challenges. Et je pense qu'il va y avoir un fil rouge autour de toute l'année qui sera autour comment prendre des décisions ensemble. Donc, ça, c'est le thème. Voilà, année d'élection oblige aussi. On ne fera pas de politique. Voilà, je précise tout de suite, mais ça, c'est important. Vega, comme il nous quitte, on va avoir des bureaux de libre. Donc, si jamais vous avez besoin de bureau, c'est le moment de vous signaler. Et je crois que j'ai juste qu'un truc à dire. Non, j'ai tout, c'est fini. Merci à tous. Merci à Justine pour l'animation. C'était très, très bien. Merci Marion. C'était une super soirée. Et allons boire!